Madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur Sika Infomag. Un jeune qui a beaucoup voyagé est plus âgé qu'un vieux qui est toujours resté au village. C'est par cette sagesse africaine d'origine gabonaise que nous vous embarquons dans ce nouveau numéro de Sika Infomag. Bienvenue donc sur votre magazine d'information consacré à l'analyse de l'actualité dans le monde entier et sur le continent africain. Aujourd'hui, notre débat portera sur la liberté de presse en Afrique. Comment se porte cette liberté d'expression et de parole dans les pays africains? Nous allons nous intéresser particulièrement au cas du Bénin où des centrales syndicales ont battu cette semaine le macadam à Cotonou pour réclamer plus de liberté d'expression sur la principale chaîne de télévision publique. Mais avant le débat, je vous propose de suivre le flash. Au Nigeria, l'opposition a affirmé ce mercredi que le parti au pouvoir cherchait à éviter une défaite électorale en tentant d'obtenir un report des élections présidentielles du 14 février. Sur le terrain, les islamistes ont mené une contre-attaque tuant près de 70 civils à Fotokol, localité camerounaise, d'où ils ont été finalement repoussés par les forces tchadiennes. Au Burkina Faso, la garde présidentielle a réclamé ce mercredi du Premier ministre Zida la démission de son numéro 2. C'est la première fois que le président Michel Kafando et son Premier ministre sont confrontés à une pareille crise depuis qu'ils ont pris la tête des institutions de transition. Au Bénin, la journée du mercredi a été marquée par une marche de protestation sur la chaîne de télévision publique. Les manifestants reprochent au premier responsable de l'office d'en faire un instrument de propagande à la solde du pouvoir et de priver les journalistes d'exercer librement leur profession. Retour à présent sur le plateau de Sika Infomag pour notre débat qui porte sur la liberté de presse en Afrique. Entre autres cas, nous irons au Bénin pour faire l'état des lieux. Ce sera juste après ce générique qui annonce l'ouverture du débat. Pour débattre du sujet du jour qui nous intéresse du moins dans ce numéro de Sika Infomag, j'ai sur ce plateau deux éditorialistes de la presse africaine. Il s'agit de Donklam Abalo. Il est journaliste et directeur de la radio Soleil FM, la radio la plus écoutée aujourd'hui au Bénin. Et Joël Yetondi, journaliste à Sika TV. Chers collègues, bonjour. Bonjour Joël. Alors, ma première question s'adresse à vous, Donklam Abalo. Vous avez suivi tout à l'heure dans le Flash Info cette manifestation des centrales syndicales au Bénin qui réclament plus de liberté d'expression sur la chaîne publique. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer une marche pareille dans un pays qui a été le fer de lance de la liberté de presse en Afrique subsaharienne? Merci pour votre question. Vous avez dit un pays qui a été. Oui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, notre pays n'est plus cité comme une référence en matière de liberté de presse. Et vous savez très bien que nous sommes en démocratie. Et en démocratie, la marche est autorisée. Donc j'explique cette marche par la volonté des acteurs sociaux, notamment le Forum des travailleurs et des peuples. Donc j'explique cette marche par la volonté des acteurs sociaux de voir une plus grande liberté sur la chaîne publique, notamment une diversité dans le programme, donc des émissions contradictoires, des débats contradictoires, ce qui n'existe pas depuis un moment. Les travailleurs souhaiteraient avoir un meilleur traitement de l'information parce qu'il est important que dans le traitement de l'information, les journalistes soient neutres, ce qui n'est pas le cas actuellement sur la chaîne de télévision nationale. Donc je pense que c'est une logique qui a été clairement présentée, la logique donc de voir une plus grande liberté sur l'ORTB. C'est pour ça que les travailleurs ont dû marcher hier et vous avez constaté avec moi qu'ils étaient dans les rues. Alors, quand vous parlez de liberté sur la chaîne publique, est-ce que vous voulez dire que l'opposition est interdite d'accès sur cette chaîne? Non, pas formellement. Vous devez constater, avoir l'honnêteté de remarquer que les programmes proposés par la télévision nationale sont des programmes qui ne permettent pas vraiment à l'opposition d'avoir voix au chapitre. Et ça, nous l'avons sérieusement dénoncé. Et les agents même de cette chaîne ont dénoncé cet état des choses. Vous avez vu un journaliste au cours d'un journal télévisé dire clairement, réclamer à la suite de la marche du chef de l'État à Paris par rapport à cette affaire de Charlie Hebdo, réclamer une plus grande liberté. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que sur cette chaîne, les gens ne sont pas libres de dire ce qu'ils veulent. Les opposants n'ont pas l'accès facile à la télévision nationale
C'est un constat que nous faisons et il faut avoir l'honnêteté de remarquer que c'est malheureusement la vérité. Alors donc là, nous allons revenir tout à l'heure à cette déclaration de ce journaliste juste après la marche de Charlie Hebdo. Mais Joël Yetondy, alors dites-moi, on dit que l'opposition aujourd'hui n'a pas accès à cette chaîne publique au Bénin. Est-ce que l'opposition elle-même, elle a mené des démarches avant de se retrouver face à un mur? Et cela a suscité des marches. Est-ce qu'on est déjà à ce point de pourriture? Si, quand on se rappelle les démarches, je viens qu'à se tenir à ce que l'opposition a eu à dire plus d'une fois, à savoir quand ils envoient des invitations pour que leurs manifestations puissent être tout au moins couvertes, et le RTB brille simplement par son absence. Oui, mais il y a eu quand même des manifestations de l'opposition pour lesquelles le RTB était là. Oui, il y a eu des marchés. En décembre dernier, voyez-vous, décembre, on est aujourd'hui. On est en février. Il faut dire que c'était le trop-plein qui, à ce moment-là, a commencé par amener le RTB à tendre la pêche, à saisir et à comprendre ce qui est en train de dire. Je parle du trop-plein. Pourquoi? Parce que l'opposition a eu à tempêter par rapport à cette réticence de l'ORTB à les accompagner. Et bien avant le mois de décembre, je pense qu'on était en avril, quand l'opposition a dû porter plainte, après avoir crié un certain nombre de voix. Oui, mais quelle a été la décision de la justice après cette plainte? Bon, c'est vrai qu'officiellement, la justice a demandé à avoir des preuves que la justice n'a pas. Oui, et que l'opposition aussi n'a pas su brandir. C'est malheureusement, ça vaut la peine parce que la réalité est là. C'est malheureusement ce réflexe qui manque souvent sous nos cieux. C'est-à-dire qu'on n'a pas toujours la présence d'esprit de pouvoir mentionner, consigner tout ce que nous posons comme acte, parce que nul ne sait de quoi demain est fait. Et quand il n'y a pas de traces, eh bien, vous avez beau clamer votre innocence ou dire que vous avez raison par rapport à ceci ou cela, on ne pourra pas vous croire. Mais ceci, que toute l'opposition béninoise est ignorante de cette démarche? Pas ignorante, c'est une négligence. C'est quand même suffisamment grave. C'est suffisamment grave qu'il y ait des gens qui veulent aspirer à prendre le pouvoir. Ça, c'est clair. Il faut essayer de rectifier le tir. Mais malheureusement, c'est ce que nous vivons. Et je dis, ce n'est pas une excuse suffisante. C'est au nom des tests de loi que les pires crimes sont commis en Afrique. Vous le savez. Tout à fait. Oui. Donc, il faut que nous sachions nous ressaisir un peu pour pouvoir voir en face ce qui ne va pas. Et dans le cas d'espèce, la chaîne publique n'a rien à perdre en ouvrant un peu ses vannes. Quand ça se fait de temps à autre, ça va calmer les ardeurs. Aujourd'hui, ce n'est pas l'opposition qui a marché. C'est la société civile. Alors, ça veut tout dire. Justement, alors à l'origine de cette marche, on a eu la déclaration d'un des journalistes, un certain Osias Sounouvo, qui, après la marche de Paris, où le chef de l'État béninois, le président Boni Yayi, avait participé justement à cette marche, il a eu donc cette sortie du journaliste béninois qui a lancé un cri de cœur. Quelle est votre lecture de ce cri de cœur? Comment vous appréciez ce cri de cœur? Ça vient d'abord confirmer un peu ce que les gens disaient hier, que certaines personnes n'arrivaient pas à croire. Donc, la première question que vous avez évoquée, à savoir, est-ce que c'est vrai qu'on ferme les vannes à l'opposition? Je dis que c'est un peu lié. Alors qu'un journaliste aujourd'hui donne de la voix pour dire que ça ne va pas, cela signifie qu'effectivement, les gens n'ont pas la possibilité d'extérioriser ce qu'ils pensent, de faire leur travail en leur âme et conscience, d'exprimer librement leur opinion. Mais est-ce que le journal parlé, c'était la meilleure tribune pour faire part de ce sentiment? En principe, non. Mais malheureusement, lorsque vous poussez les gens à bout, lorsqu'ils trouvent la moindre ouverture, même la plus malsaine, ils sont obligés de l'emprunter. C'est malheureusement ce qui arrive. Donc là, Mabalo, oui, justement, à votre avis, faire cette déclaration dans le journal parlé. Des propos comme ça, parce que ça peut... Attendez, je vous ai écouté jusqu'au bout. Donc je souhaiterais j'aimerais bien revenir là-dessus. Je souhaiterais que vous m'écoutiez vraiment. Parce que il ne faut pas ouvrir la chaîne à des journalistes qui doivent aller dire autre chose que ce que la conférence de rédaction a prévu. Oui. La conférence de rédaction est à respecter. Lorsque vous envoyez un journaliste présenter le journal parlé, c'est qu'il y a un contrat entre les téléspectateurs et le journaliste. Et il y a en même temps un contrat de confiance entre le journaliste et la conférence de rédaction qu'il a envoyé présenter les infos. Donc vous déplorez alors cette déclaration? Je pense que ce n'était pas le lieu indiqué pour faire pareille déclaration. Parce que beaucoup d'autres journalistes peuvent ne pas partager le même avis que le présentateur. Et si on permet ça,
on peut permettre désormais qu'on aille tout dire. Écoutez, on peut lancer des messages à travers le journal parlé. Et vous savez très bien que c'est pas indiqué. Moi, je pense que le journaliste en question avait d'autres possibilités. La preuve. Lesquelles possibilités, par exemple? Après sa déclaration, il a donné des interviews sur des chaînes de télévision, de radio. Oui, mais il a fallu quand même qu'il fasse cette déclaration. Il aurait pu pour attirer la lumière sur lui. Et il n'aurait pu ne pas faire la déclaration dans le cadre du journal parlé et donner des interviews pour dénoncer la situation. Mieux, avant lui, il y a eu des agents de cette maison qui n'étaient pas d'accord avec la façon dont ça fonctionnait, mais qui ont fait simplement une mise en disponibilité. Est-ce que cette marche de Charlie Hebdo, c'était pas la meilleure opportunité? Non, écoutez, je me mets à votre place. Vous, directeur de Sika TV, c'est un exemple. Vous envoyez un journaliste présenter le journal télévisé et il va dire autre chose que ce que vous aviez prévu en conférence de rédaction. Serez-vous d'accord, vous? Est-ce que vous allez accepter ça? Donc vous condamnez alors, la manière. Moi, je dis que le journal parlé n'était pas l'endroit idéal pour dire ça. Et même si le journal parlé ou le journal télévisé devrait être cet endroit-là, c'est peut-être en conclusion de journal. Alors, une ouverture en conclusion de journal. Alors, Joël Yetonji donc que le journal se déroule. Et donc, il faudrait qu'on s'entende sur les principes professionnels d'abord. Maintenant, il y a les circonstances, il y a les contextes qui veulent que, bon, on puisse dire ce qu'on pense, mais il y a d'autres moyens. Le journaliste n'est pas d'accord, il fait une mise en disponibilité, ou bien il démissionne carrément, le temps que les responsables de cet organe la partent, et il revient. On est journaliste, une fois pour de bon, et on peut servir partout. Moi, je ne suis pas d'accord. Joël Yetonji, très rapidement, votre avis sur la question. Je respecte un peu. C'était la tribune? Oui, voyez-vous, c'est en se mettant à la place du responsable, c'est vrai. Je dis les hommes doivent être respectés. Je suis tout à fait d'accord qu'on s'entende là-dessus. Sur le principe, c'est vrai, ce n'est pas la tribune. Mais je dis, quand vous poussez à bout, quand on a la moindre ouverture, sans pour autant inviter les gens à faire comme Osias Sounouvou, mais je dis, je le comprends, je ne le condamne pas, je ne jette pas la pierre, mais je le félicite. Pourquoi? Parce que, parlant justement de l'office en question, remarquez avec moi, il a cité en filigrane, il y a d'autres qui sont partis. Et les gens n'ont jamais compris. Et vous savez le pire, lorsque les gens s'en vont comme ça, mis à disponibilité, parce que un peu trop froissé. Mais c'est autre chose qui se dit sur le dos. Et ils n'ont aucune tribune pour le faire savoir. Ils ont les chaînes privées. Malheureusement, vous savez très bien, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est quand ça ne va pas. C'est le triste constat. C'est quand ça ne va pas que les gens sont là pour vous porter. Mais quand ce n'est pas ça, et que les gens ne constatent pas qu'il n'y a plus rien à récupérer, il y a très peu de gens pour vous accompagner. Et puis, parlant de cette profession, c'est l'enfant malade de toutes les autres professions. Et vous le savez en Afrique, quand les professionnels de médias, le constat est que quand ça ne va pas chez eux, ils n'ont personne pour les accompagner. C'est eux qui accompagnent les autres. Quelle est la porte de sortie que vous voyez pour ce journaliste Osias Sounouvou qui est soutenu par d'autres confrères? Il y a entre autres un certain Prévert Noutéou et un certain Renoir Kako. Quelle porte de sortie vous voyez pour eux? Puisqu'il y a des menaces d'affectation qui planent sur leur tête. Je trouve d'abord qu'ils n'ont pas à s'inquiéter dans l'ensemble. Ils n'ont pas à s'inquiéter. Ça, c'est votre avis? Oui, c'est mon avis quand je fais la lecture. Il y a eu tellement de levées de boucliers. Les professionnels de médias ont accompagné cela. Et au-delà du Bénin, la preuve, vous en parlez aujourd'hui. Je trouve que c'est déjà heureux. Maintenant, quand vous parlez d'affectation, c'est aussi dans les normes. Alors, que vous puissiez être affecté, c'est dans les normes. Donc, c'est ça le piège, justement. C'est ça le piège, parce que au lendemain de la déclaration de ce journaliste, j'ai lu sur la toile, j'ai vu des gens écrire « Je suis Osias » et tout le reste. Mais lorsqu'on a demandé au peuple de sortir, de marcher, vous avez vu combien de personnes dans les rues? Les militaires qui étaient chargés d'encadrer les marcheurs ils étaient plus nombreux que les marcheurs eux-mêmes. C'est ça le problème. Et vous me parlez de porte de sortie. Moi, je pense que vous n'aurez jamais un acte administratif clair au niveau de l'RTB pour sanctionner ces journalistes-là. Mais on peut avoir une affectation, c'est réglementaire. Est-ce que quelque chose interdit les affectations? Même les programmations sur les présentations, c'est à la discrétion des responsables de l'organe. Même la grille des programmes est à la discrétion des responsables de l'organe de presse. Voilà. Vous n'aurez jamais une grille des programmes qui fera l'unanimité. Merci donc Lamabalo, merci Joël Yetonji. C'est un bon combat, mais il faut être réaliste. Madame, Monsieur, la liberté de presse en Afrique, le cas du Bénin a été décrypté dans ce premier quart. Nous allons y revenir tout à l'heure. Dans le troisième quart, ce sera tout pour le premier quart de ce Sika Infomag. Je vous retrouve dans un instant pour la deuxième partie.
they want to get you, they'll get you. Restez informés à chaque instant sur Sika. Bienvenue à tous à ce rendez-vous de l'économie sur Sika. Tout de suite, voici le sommaire. Le Nigeria émettra des emprunts obligataires domestiques ayant des maturités allant de 5 à 20 ans le 11 février prochain. L'objectif est de lever 475 millions de dollars. L'économie en République démocratique du Congo pâtit depuis 2 semaines de la coupure des SMS, de l'Internet mobile et des réseaux sociaux. On en parle dans ce journal. Et puis la présidente de Petrobras et l'ensemble de la direction du géant pétrolier brésilien ont démissionné hier, mercredi. Et nous démarrons par quelques informations en bref. Entre l'État djiboutien et le groupe français Total, plus rien ne va, au point où l'État djiboutien envisage sérieusement de faire jouer les accords les 20 pays membres du marché commun de l'Afrique orientale et australe afin d'obtenir la saisie des actifs du groupe pétrolier français. À l'origine, un contentieux vieux de 15 ans lancé par une plainte pour pollution à grande échelle sur le port de Djibouti. Après une longue bataille procédurale, Total a été condamné à verser 150 millions d'euros à l'État djiboutien, mais à peine la sentence prononcée, le groupe Total en Djibouti s'est déclaré en cessation de paiement, une mesure qui a provoqué la colère des autorités djiboutiennes. Et puis le 11 février prochain, le Nigeria émettra des emprunts obligataires domestiques ayant des maturités allant de 5 à 20 ans. L'objectif est de lever 90 milliards de naira, soit 475 milliards de dollars. Le premier emprunt d'un montant de 35 milliards de naira aura une maturité de 5 ans. 30 milliards de naira devraient être par ailleurs levés grâce à l'émission d'un emprunt d'une maturité de 10 ans. Le reste, soit 25 milliards de naira, sera récolté grâce à des obligations souveraines ayant une maturité de 20 ans. Les ressources ainsi mobilisées permettront à ce pays de faire face à la forte chute des prix du pétrole sur le marché international. Chiffre d'affaires en baisse, travail fortement ralenti, facture de téléphone salée. L'économie en République démocratique du Congo pâtit depuis 2 semaines de la coupure des SMS, de l'Internet mobile et des réseaux sociaux. Plus de détails à travers ce reportage. Difficile de communiquer aisément à Kinshasa quand on est un amateur de SMS, Internet mobile ou des réseaux sociaux. 2 semaines déjà que ces différents services sont coupés dans le pays, non sans impact sur l'économie. Que ce soit au niveau des opérateurs GSM, des kiosques de vente de cartes de recharge ou des cybercafés, les recettes journalières en pâtissent. Le gouvernement a bloqué Internet, tout est devenu difficile. Donc on ne peut plus communiquer facilement sur Internet. C'est pour ça que le transfert en bon est comme difficile pour l'instant. Et c'est une manque à gagner, on ne bénéficie pas. Et pendant qu'à la fin du mois, nous devons payer de l'argent. Donc que le gouvernement, que toutes les autorités, que nos autorités arrivent un peu à nous respecter en tant que Congolais. Du côté des consommateurs, on est aussi unanime à dénoncer les méfaits de la mesure gouvernementale. L'SMS est quand même économique parce que une fois que vous avez rechargé votre compte, si vous appelez, ça vous prend plus de dignité. Mais avec SMS, vous pouvez échanger longtemps et avoir toutes des précisions avec tes correspondants. Donc c'est faire souffrir encore davantage cette population, ces peuples qui est déjà misérable et qui cherche à sortir du gouffre, mais on veut encore l'étouffer. Communication coûteuse, chiffre d'affaires en baisse, travail au ralenti, la coupure des SMS, Internet mobile et des réseaux sociaux se fait durement ressentir en RDC. Pour les plus nantis, les liaisons satellitaires constituent désormais la seule alternative.
La présidente de Petrobras, Graça Foster, et l'ensemble de la direction du géant pétrolier brésilien, éclaboussé par un énorme scandale de corruption, ont démissionné hier mercredi. Dans un communiqué rendu public par le groupe, le conseil d'administration se réunira demain vendredi pour élire une nouvelle direction après la démission de la PDG et de 5 autres directeurs. La police estime que le réseau de corruption démantelé au sein du groupe aurait détourné 4 milliards de dollars en 10 ans, notamment au bénéfice d'élus et de parlementaires de la coalition au pouvoir dont le nombre et les identités sont encore couverts par le secret de l'enquête. Restons au Brésil où Nissan vise une part de marché de 5% d'ici 2016. Ceci malgré un recul de 7,15% des ventes de voitures l'an dernier. L'annonce a été faite par la présidence du groupe qui compte sur une augmentation de 2 à 3% de la demande au niveau mondial. Reportage. Le Brésil est le 5e marché au monde en termes de ventes automobiles, derrière la Chine, les États-Unis, le Japon et l'Allemagne. Les ventes y ont baissé de 7,15% en 2014, tombant à leur plus bas volume en 5 ans, à 3,5 millions d'unités. Actuellement, Nissan détient une part de 2,5% du marché automobile brésilien, bien inférieure à sa moyenne mondiale de 6,5% de part de marché. Mais il compte sur une augmentation atteignant 3,3% dès 2015. Le Brésil représente un marché au potentiel intéressant car la quantité de voitures par habitant est très faible en comparaison avec celle des pays développés comme le Japon, les États-Unis ou l'Europe. Le potentiel de notre développement est donc très fort ici. C'est la raison pour laquelle une usine a été implantée ici à Resende. Nous voulons arriver à faire 30 voitures par heure dans cette usine cette année et Nissan a pour but d'atteindre 5% de part de marché au Brésil l'année prochaine. Cette usine a été conçue pour pouvoir faire 200 000 voitures par an avec un système d'organisation d'horaires de travail de 3 shifts par jour. En ce moment, nous produisons 24 voitures par heure pour répondre à la demande du marché. En 2012, Nissan a annoncé des investissements de 2,6 milliards de dollars au Brésil jusqu'en avril 2017, qui incluait la construction de l'usine de Resende à Rio de Janeiro, où travaillent 1800 personnes. Place à présent à notre invité du jour, ce sera tout juste après ceci. Madame Soléat Duro-Quendou, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes analyste financier au cabinet FMIS basé à Cotonou. Vous étiez sur ce plateau lundi dernier pour parler brièvement des actions. Nous allons approfondir la notion aujourd'hui. Alors, pouvez-vous commencer par nous dire la notion d'action en matière de marché boursier et ce que c'est? Une action, c'est un type de participation financière au sein d'une entreprise. Et quand vous détenez une action, on peut dire que vous êtes copropriétaire de cette entreprise-là. Mais votre pouvoir de décision dépend aussi du nombre d'actions que vous avez achetées. Et il faut aussi dire que la notion d'action remonte au temps des explorateurs qui, pour faire fonctionner leur navire, demandaient parfois de l'aide aux populations, les différentes ressources qu'ils ont, et qui leur promettaient en retour de leur faire partager le trésor qu'ils allaient découvrir. Et donc, on peut dire déjà que depuis les temps anciens, cette notion-là existait, mais ça a été structuré de nos jours et on parle de marché boursier. Alors, quelles sont les implications des actions sur le marché boursier? Sur le marché boursier, lorsqu'un investisseur détient des actions, il partage les dividendes de cette entreprise, mais aussi les pertes. Et c'est pour ça, hier, quand nous avons parlé des obligations, nous avons dit que nous pensons que c'est le produit du marché boursier le moins risqué, puisqu'au niveau des obligations à l'échéance, si vous vous êtes assuré de la fiabilité de l'entreprise, normalement vous devez être remboursé. Alors qu'au niveau des actions, lorsque l'entreprise a des pertes, vous subissez également. Et au niveau de la fluctuation sur le marché également, lorsque l'action que vous avez achetée perd de la valeur, l'effet de ces pertes-là aussi influe sur votre capital. Alors, merci Soléat pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes analyste financier au cabinet FMIS. Vous restez avec nous pour analyser quelques tendances du marché boursier. Ce sera tout juste après ce jingle.
Alors, Soléat, aujourd'hui, nous allons parler des BRVM et de la place boursière de la Belgique. Alors, commençons par parler des BRVM. Qu'est-ce que c'est que les BRVM? La BRVM, c'est la Bourse régionale des valeurs mobilières. Et nous avons la BRVM 10, qui est composée des 10 plus grandes entreprises de l'UEMOA. Et nous avons la BRVM Composite qui rassemble toutes les entreprises de l'UEMOA. Et nous avons remarqué que ce matin, la BRVM 10 est de 262,92 avec une variation de moins 1,44%. Et la BRVM C est de 255,16 avec une variation de moins 1,11%. Et il faut noter aussi que la BRVM a été créée le 18 décembre 1996, soit 3 ans après la décision prise lors du Conseil des ministres. Alors, et au niveau de la place boursière belge, on constate que il y a eu une baisse de 0,93% ce matin. Tout à fait. Cette baisse peut être expliquée par le fait, ce matin déjà, il y a une assise, une conférence avec le président François Hollande, où il discutait de la question de la dette grecque. Et toute la semaine, le ministre grec, il faut rappeler que toute la semaine, le ministre grec a fait une tournée où il essayait de sensibiliser les investisseurs, de les rassurer sur le fait qu'il allait revoir sa politique monétaire. Et donc, nous avons remarqué en début de semaine une hausse. Mais ce matin, les conclusions qui seront issues de cette conférence que François Hollande est en train de faire actuellement inquiètent un peu les investisseurs. Et on sent cette réticence-là au niveau de la baisse ce matin. Et par exemple, Bel20, l'indice phare de la place boursière de Belgique est de 3553 avec une variation de moins 0,93%. Alors, comment se fait-il que l'économie au niveau de la Grèce a telle influence sur tout ce qui se passe sur le continent européen? Oui, on peut expliquer ça par le fait que les investisseurs sur le marché boursier, avant d'investir leur argent, forcément, ils aimeraient savoir si, par exemple, l'exemple des emprunts obligataires. Lorsque vous prêtez de l'argent à un pays et qu'à la fin, ils ne sont pas en mesure de vous payer, forcément, à la fin, vous n'avez pas envie de leur prêter de l'argent. Et par exemple, la BCE a déjà affirmé qu'ils ne vont plus prêter de l'argent à la Grèce. Et donc, on comprend cette résistance-là. Quand vous prêtez de l'argent, vous avez forcément envie d'être payé à la fin. Et quand vous savez qu'à la fin, vous ne serez pas remboursé, vous n'avez plus envie de prêter. Alors, Soléat, merci d'être passé sur ce plateau. Et ce sera tout pour ce journal de l'économie. Merci de nous avoir suivis. Sika Infomag se poursuit. Madame, monsieur, bienvenue sur le troisième quart consacré à la suite du décryptage des faits marquants sur le continent africain. Nous poursuivons avec le débat du jour qui porte sur la liberté de presse en Afrique, au Bénin. La liberté d'expression sur les chaînes publiques est-elle en danger? C'est le thème du débat du jour. Nous y reviendrons, mais ce sera juste après le flash. Au Nigeria, l'opposition a affirmé ce mercredi que le parti au pouvoir cherchait à éviter une défaite électorale en tentant d'obtenir un report des élections présidentielles du 14 février. Sur le terrain, les islamistes ont mené une contre-attaque tuant près de 70 civils à Fotokol, localité camerounaise, d'où ils ont été finalement repoussés par les forces tchadiennes. Au Burkina Faso, la garde présidentielle a réclamé ce mercredi du Premier ministre Zida la démission de son numéro 2. C'est la première fois que le président Michel Kafando et son Premier ministre sont confrontés à une pareille crise depuis qu'ils ont pris la tête des institutions de transition. Au Bénin, la journée du mercredi a été marquée par une marche de protestation sur la chaîne de télévision publique. Les manifestants reprochent au premier responsable de l'office d'en faire un instrument de propagande à la solde du pouvoir et de priver les journalistes d'exercer librement leur profession.
Le décryptage donc se poursuit sur Sika Infomag pour débattre du sujet du jour. J'ai toujours sur ce plateau donc Lama Balo, il est journaliste et directeur de la radio Soleil FM au Bénin. Joël Yetonji, journaliste à Sika TV. Avant le débat, je vous invite à suivre ce générique. Joël Yetonji, donc Lama Balo, alors des manifestations à Cotonou pour exiger le traitement des sujets dits présidentiels suivant des standards journalistiques. Une telle revendication ne soulève du moins-t-elle pas un sérieux problème de gestion de l'information publique quand on sait que sur cette chaîne, le responsable de la chaîne, le directeur, a dit qu'il agit ainsi tout simplement parce que il y a une décision de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication qui lui donne l'autorisation d'accorder un accès illimité au gouvernement sur sa chaîne. Non, vous savez que lorsqu'on parle d'accès illimité pour l'exécutif, c'est parce que justement l'exécutif est dans l'exercice du pouvoir politique. Le président de la République peut avoir envie d'aller sur la chaîne dire certaines choses, tout comme les membres du gouvernement. Mais ce que le directeur général de l'ORTB a oublié d'ajouter, c'est que cette décision ne lui interdit pas la possibilité de donner accès aux autres composantes de la société à la chaîne de télévision. Il a également dit qu'il n'a jamais interdit l'accès à l'opposition ni à la société civile. Oui, il l'a dit. C'est parce que malheureusement l'opposition n'est pas suffisamment organisée pour prouver que cet accès lui est interdit. Donc, puisque quand on a devant la justice, non, vous savez, il y a le bon sens. Oui. Il y a le bon sens. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous voyons très bien, lorsqu'il s'agit de l'actualité gouvernementale, comment c'est traité. Est-ce que dans les formats qui existent dans notre profession, il faut passer 30 minutes d'édition du journal à ne parler que des activités présidentielles? Donc il y a le bon sens, il y a la réalité. Maintenant, je pense que cette décision n'a pas interdit au directeur général de l'ORTB d'organiser, par exemple, des débats contradictoires. C'est une chaîne publique. Est-ce qu'il y a une chaîne qui existe sans débat contradictoire? Quel est l'intérêt d'une chaîne pareille? Donc je pense que le directeur peut aller au-delà de cette décision qui donne un accès illimité à la chaîne publique, au gouvernement et aux ministres, enfin au président et aux ministres, en créant des débats contradictoires, en équilibrant le traitement de l'information. Parce que dans le traitement de l'information... se défendre puisque si elle invitait l'opposition et que l'opposition ne venait pas. Oui, mais quelle opposition vous connaissez qu'on invite sur une chaîne de télévision et qui refuse? Entre nous. Parce qu'il y a plusieurs façons d'éviter quelqu'un. Comprendre que l'opposition a porté plainte, mais elle n'a pas pu apporter des preuves. Il y a plusieurs façons d'éviter quelqu'un. Lorsque vous invitez quelqu'un à quelques minutes de l'émission, vous êtes pratiquement sûr que la personne ne viendrait pas. Une émission se prépare, il y a une conférence de production, tout est mis en œuvre, tout est mis en œuvre pour qu'on ait une émission normale. Lorsque c'est respecté, je ne vois pas cette position crédible, sérieuse, qui refuserait une invitation sur une chaîne de télévision. La preuve, à la suite de la sortie de Ozia Sounouvou, il y a eu un débat. L'opposition était présente. Donc l'opposition, si elle est invitée, doit pouvoir venir. Et ça doit venir, c'est une initiative qui devrait venir des journalistes de la chaîne. Donc vous confirmez alors que la liberté de presse sur les organes publics au Bénin est en danger? Ça, c'est un secret de polichinelle, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Maintenant, c'est pas ce que je dénonce par contre. On ne peut pas trouver une solution à cette affaire-là dans les rues. Ce n'est pas en marchant qu'on va trouver une solution. Et ce n'est pas non plus en allant sur la chaîne publique en tant que professionnel dire des choses qui n'ont pas été prévues par la conférence de rédaction qu'on réglerait le problème. Alors, Joël Yetonji, est-ce que la liberté de presse sur la chaîne publique aujourd'hui est en danger au Bénin? À la suite, donc là, je dirais oui, ce n'est que le secret de polichinelle. Et il estime que ce n'est pas comme cela qu'il faut réclamer. Oui, bon, ça, vous êtes d'accord avec moi que les avis sont partagés. Chacun va avec le moyen qu'il a pour pouvoir Vous pensez qu'il faut aller au-delà de la marche? Je dis oui, il faut aller au-delà de la marche parce que, je dis, ce n'est que le trop-plein. Avant Ozia Sounouvou, il y a eu d'autres, Annick Ballet et autres que je ne vais pas citer ici. Et on sait comment ça s'est passé. Je disais, quand les gens s'en vont avec des mises à disponibilité, des démissions, ce qui se dit sur leur dos, c'est autre chose. On fait en sorte que l'office n'ait jamais tort. C'est ça la réalité. Maintenant, il y a un qui s'est montré un peu téméraire, ça c'est ma lecture, qui a voulu exposer à la face du monde ce qui se passe. Aujourd'hui, on sait qu'au-delà, parce que le chef de l'État béninois, mais à l'extérieur, a bonne image. L'image que le chef de l'État béninois présente à l'extérieur, mais c'est à l'actif du Bénin. Mais dans son propre pays, ce qui s'y passe quand vous écoutez les Béninois, mais vous tombez des nues, vous ne comprenez pas.
Et ce que Ozias Sounouvou a fait, a le mérite de faire comprendre que ça ne va pas. C'est l'ORTB, mais c'est le pouvoir. Vous savez très bien la façon, les conditions dans lesquelles le directeur de l'ORTB est élu. Si éventuellement est nommé, voilà, est nommé. Si c'était pas une nomination, vous pensez qu'il est en mission, alors donc il ne peut forcément vous êtes redevable. Agir de la sorte. Lorsque vous nomme, vous êtes redevable. Il n'y a que quelques. Et le professionnalisme de la presse, c'est difficile aujourd'hui. C'est avéré que bon nombre de ceux-là qu'on arrive à positionner n'arrivent pas à faire valoir leurs compétences, faire passer leurs compétences au-delà de tout. Et pourquoi? Parce que le système le permet. Vous êtes dans une situation où vous êtes obligé d'être porté. Les gens travaillent, mais n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Lorsque c'est comme ça et que fortuitement on arrive à vous positionner à un niveau où vraiment ça tombe de partout, pour vous, en peu de temps, donc, vous voyez un peu le directeur. C'est pas la promotion le directeur du mérite. C'est une promotion. Je ne vous apprends rien. Le directeur du jour au lendemain se voit ce qui ne va jamais réaliser en 20 ans de service, il le fait en un an. Et vous lui demandez de laisser. Non, c'est ce que nous vivons. Non, je ne laisse personne. Non, il faut que vous ayez l'honnêteté de savoir que nous sommes dans un domaine professionnel. Nous sommes dans un domaine professionnel et lorsque vous êtes journaliste, c'est comme un sacerdoce. Vous prêtez serment. Attendez, laissez-moi aller jusqu'au bout. Je ne l'ai pas fini, vous m'avez interrompu. Je dis ce qui se passe. Il ne faut pas se voiler la face. Quand on prend le cas du Bénin, où on parle des états généraux de la presse, qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce qui a changé fondamentalement en ce qui concerne les conditions de vie du journaliste? Mais quand ça se passe comme ça, je précise votre question, c'est à savoir le directeur et sa responsabilité. Mais lorsque vous êtes nommé, vous avez les mains liées. Et je dis aujourd'hui que donc là, directeur, qu'il me dit le contraire. C'est quoi les conditions de vie des journalistes aujourd'hui au Bénin? Mais lorsque vous êtes nommé avec ces situations-là, malheureusement, malgré tout, vous faites le jeu des autres. Il paraît que vous êtes aussi aux ordres. Non, je ne dis pas ça. Je dis le directeur, il est mieux placé pour vous dire ce qui est. Oui, il est directeur. Est-ce qu'il est aux ordres? Les conditions des journalistes béninois aujourd'hui. Ce que vous oubliez d'ajouter, c'est quoi? C'est que personne ne vous oblige à faire le journalisme. Mais c'est trop facile. Non, attendez. C'est vrai, la réalité, c'est ça. La situation de la jeunesse. Si vous pensez à défaut de mieux, ce n'est pas que la situation des journalistes. Si vous pensez que au niveau de tous les secteurs. Si vous pensez que les conditions dans lesquelles vous êtes pour exercer la profession ne sont pas les conditions qui vous arrangent, quittez la profession. Quittez la profession, c'est aussi simple que ça. Parce qu'un journaliste qui a fait est un journaliste dangereux. Malheureusement, c'est ce que nous vivons. Et vous devez reconnaître que si vous n'avez pas fait des rampes ou des sandwichs. Nous allons, chers invités, nous allons l'impression que c'est normal. Nous allons évoluer dans ce débat. Nous allons quitter le Bénin pour le Burundi. Parlant toujours de la liberté de la presse en Afrique, à Bujumbura, la capitale du Burundi, le directeur général de la RPA, la très populaire radio privée burundaise, croupie depuis plus de 2 semaines en prison, officiellement pour complicité d'assassinat de 3 religieuses italiennes en septembre 2014. Le procureur burundais exige de Bob Rugiruka qu'il lui livre l'homme qui a reconnu sur sa radio avoir tué de ses mains l'une des 3 religieuses italiennes. Le directeur de la station RPA assure de son côté qu'il ne l'a pas gardé sous sa responsabilité après l'avoir enregistré, une situation qui soulève sur le plan international des réactions. Nous avons eu la réaction de l'Union européenne, nous avons eu la réaction des États-Unis. Alors, Joël Yetonji, quelle est votre lecture de ce qui se passe actuellement au Burundi? Oui, une merde de plus quand on parle de cette profession. Malheureusement, c'est ça la triste réalité. Vous voyez, on demande aux concernés, aux directeurs, aux journalistes de livrer sa source. On essaie de l'incarcérer. Heureusement, vous avez fait un développement un peu plus approfondi. On dit arrêtez pour complicité d'assassinat. Mais les faits présentés comme ça portent à croire que l'homme était dans les actions, a contribué à ce qui s'est passé. Or, sa faute aujourd'hui, c'est d'avoir montré une autre piste de crime. Parce que jusque-là, on nous a fait croire que c'est un déséquilibré qui aurait commis l'acte. Un déséquilibré qui, dans l'espace de 2 heures, non, de 18 heures, a pu tuer 3 religieuses. Dans quelles conditions? Sous garde policière, dans une maison, violée, décapitée. Bon, ce n'est pas possible. Et la police n'a pas trouvé d'autres pistes. 6 mois après, bientôt 6 mois. Depuis 2014. Oui. Depuis 2014, septembre, on ne peut pas comprendre ça. C'est trop facile. Vous voulez dire que le journaliste est exposé en Afrique? Le journaliste est exposé, mais mieux, c'est à croire que la liberté d'expression dont vous parlez, ce n'est pas l'affaire des dirigeants africains. Parce que, en arrêtant le journaliste qui n'a fait que son travail, qui n'a fait que relayer
une information, donner la parole pour que la vérité s'éclate. Et qu'on s'approche de lui pour enquêter, voir ce qui se passe, on étouffe l'affaire. On tue une fois encore les religieux. Si on pouvait tuer une deuxième fois, le cadavre. Donc là, Mabalo, le journaliste est la protection de sa source d'information dans une situation de crise, dans une situation de sécurité nationale. Vous avez suivi ce qui se passe au Burundi. Oui. Quel est votre avis? Est-ce que le journaliste doit protéger sa source malgré tout? Mais bien sûr que le journaliste doit protéger sa source malgré tout. Est-ce que c'est parce que j'ai interviewé un voleur recherché par la police que je suis complice de vol? Non, pas du tout. Oui, mais là, il s'agit quand même d'une question de sécurité nationale. Oui, mais 3 religieuses qui ont été tuées. D'accord, je suis d'accord avec vous. Mais vous savez qu'un journaliste doit protéger ses sources au prix même de sa vie. Nous sommes dans un pays comme le Burundi, donc ce n'est pas un pays de défense de droits de l'homme, c'est pas un pays de pleine démocratie. Ça peut arriver dans ce genre de pays. Je ne vois pas cela arriver dans un pays de grande démocratie comme la France, comme les États-Unis. La preuve. Mais parlons justement de pays de grande démocratie très rapidement. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, on assiste à un boom économique, mais paradoxalement, c'est un pays où il n'y a pas de démonopolisation de la presse des ondes. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela très rapidement? Vous m'emmenez sur un autre sujet. C'est pour vous dire que la presse, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir. Et si on ne contrôle pas la presse, mais quels que soient les efforts économiques que vous faites, quel que soit le niveau de développement que vous amenez à votre pays, si vous ne contrôlez pas la presse, mais vous ne contrôlez rien du tout. Donc c'est tout à fait normal que... Non, ça c'est pas le bâillonnement. C'est pas parce qu'on n'a pas démonopolisé qu'il y a bâillonnement. Oui, il faut mais pas démonopolisation, l'opposition ne peut pas avoir accès. Peut-être qu'actuellement c'est pas encore la priorité des responsables ivoiriens, mais je suis certain que ça va venir. Aujourd'hui, on parle quand même de la liberté de presse. Mais certains commencent avant nous. Et donc nous aussi on va commencer avant d'autres. Donc je suis sûr que... Donc vous êtes d'accord qu'en Côte d'Ivoire, cela puisse rester ainsi? Non, je n'ai jamais dit que j'étais d'accord pour ça. Je constate la situation en Côte d'Ivoire et j'espère que ça va s'améliorer. Je ne suis pas en train d'applaudir cette situation-là. Je pense qu'il faut laisser les gens s'exprimer, il faut laisser à la presse la liberté de s'exprimer. Mais si dans ce pays, on n'est pas encore arrivé à la démonopolisation, ça ne veut pas dire qu'on n'y arrivera pas. Nous sommes certainement à la fin, c'est votre mot de fin. Si vous le voulez, si c'est ça, oui. Joël Yetondi, nous allons conclure sur la Côte d'Ivoire. Votre avis sur la situation en Côte d'Ivoire où il n'y a pas une liberté de presse? Très rapidement pour conclure. Bon, c'est vraiment déplorable, mais il faut constater que les hommes de médias de tout temps se sont un peu... ils ont gardé le silence par rapport à cette situation et il y a des circonstances qui ont encouragé cela. Doufoué, Henri Konabédié, Agbagbo, comme l'a dit donc l'âme. Tout le monde a conscience de ce que si vous avez le contrôle de la presse, vous savez là où vous allez. Maintenant, si les hommes de médias ne se lèvent pas, les acteurs politiques, parce qu'il s'agit d'eux aussi, ne se lèvent pas pour réclamer la chose, ça ne peut pas arriver. Voilà. Il faut rester donc dans l'expectative que très bientôt, Ouattara aura à son actif la démonopolisation des ondes en Côte d'Ivoire. Madame, monsieur, ce sera donc tout pour ce Sika Info Mag que je conclus par cette citation, célèbre citation de la France qui dit « Je ne suis peut-être pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez la liberté de le dire. » C'est cela donc qui justifie notre travail de journaliste. Nous sommes là pour vous rendre compte de ce qui se passe sur le continent africain. Ce sera tout pour Sika Info Mag. Mais avant de partir, suivez ceci. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre premier numéro de Sika Info Mag, un magazine d'information consacré au décryptage de l'actualité politique et socio-économique en Afrique. En 3 quarts d'heure, nous vous proposons les analyses des spécialistes sur les grands faits qui meublent l'actualité sur le continent africain. Il faut dire que ce qui est à souligner et à saluer, c'est d'abord l'initiative. Elle est au-delà de tout salutaire. De mon point de vue, c'est un procès qui risque de durer très longtemps. Une banque ne peut pas faire face à ce financement. Donc c'est plus facile à cet état. Sika Info Mag, c'est du lundi au vendredi sur Sika TV. Un autre visage de l'actualité en continu sur le continent africain. Merci d'avoir suivi Sika Info Mag. Toute l'équipe de production et de réalisation se joint à moi pour vous remercier de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Sika TV.